Donc, je m'invite moi-même et mon collègue, docteur Moussa Mouazer de l'Université de Saïda qui va présenter, nous allons présenter une communication intitulée La lecture au prisme des avancées neuroscientifiques. Voilà, donc on va parler en voilà. Très bien, donc, chers collègues, honorable assistance, bonjour. Donc j'ai toujours l'habitude de commencer mes présentations par des citations. Donc aujourd'hui je dirais surtout la citation de Jean Sweller qui disait que sans la connaissance de l'architecture cognitive, l'enseignement est aveugle. Effectivement, c'est dans le sens que va notre titre de communication, ou bien notre communication, à savoir la lecture entre concepts théoriques et pratiques effectives. Donc, pour l'introduction, donc la lecture, compétence essentielle à l'épanouissement académique et social, suscite un intérêt croissant tant sur du côté des didacticiens que du côté des neuroscientifiques. En effet, si les pédagogues voient souvent la lecture comme étant une compétence observable, les neuroscientifiques la perçoivent comme un processus neurocognitif complexe, engageant une multitude d'aires corticales et de connexions neuronales. Donc cette distinction ouvre la voie à une question fondamentale qui est comment la compréhension des mécanismes neurocognitifs de la lecture peut-elle influencer les méthodes d'enseignement pour améliorer l'acquisition de cette compétence. Bien, donc pour explorer cette problématique, nous formulons deux hypothèses, à savoir la première, la connaissance des processus neurocognitifs sous-jacents à la lecture peut mener à des stratégies d'enseignement plus adaptées, tenant compte de la neuroplasticité du cerveau. Pour la deuxième hypothèse, les méthodes d'enseignement qui intègrent les éléments neuroscientifiques soient plus efficaces, ou bien seraient plus efficaces pour développer les compétences de lecture chez les apprenants comparativement aux méthodes traditionnelles. Bien, maintenant, pour résoudre notre problématique et vérifier ces hypothèses, nous adopterons deux approches. La première approche, c'est d'abord, on va analyser toute la littérature existante sur les mécanismes neurocognitifs impliqués dans le processus de lecture, en essayant de dégager les principes clés qui pourraient informer les pratiques pédagogiques. Donc, je laisserai le soin à mon collègue pour finir. Voilà. D'accord. Alors, justement, une question légitime. On pose une question légitime, pourquoi intégrer les neurosciences? Certains enseignants se posent la question, quel est l'intérêt des neurosciences cognitives? Et là, j'aimerais bien préciser, non pas les neurosciences médicales, il s'agit de neurosciences cognitives, tout simplement pour apporter une aide, si vous voulez, au processus d'enseignement et d'apprentissage. Si on comprend mieux comment le cerveau de notre apprenant ou les cerveaux de nos apprenants fonctionnent, on va mieux s'adapter, bien sûr, à nos pratiques, mieux adapter nos pratiques enseignantes et aider nos apprenants, bien sûr, à apprendre efficacement. Bien, alors là, je m'inspire de la citation de Stéphanie et Daniel. Voilà. Essayez de retourner un peu. Voilà. Retourner en avant. Avant, voilà. Si l'on veut comprendre en quoi consistent les neurosciences quand elles s'intéressent au langage, il faut premièrement se référer à quelques connaissances, même élémentaires. Donc, si nous, on est bien sûr, on se fie aux approches neuroscientifiques. Ça n'est pas pour devenir, ça n'est pas pour autant devenir médecin, mais juste pour étayer bien sûr nos pratiques enseignantes par quelques données neuroscientifiques nécessaires à l'adaptation de nos pratiques enseignantes. Alors, même élémentaire sur le cerveau. Et deuxièmement, accepter qu'établir des liens entre l'apprentissage, l'enseignement et le cerveau est loin d'être instantané. Voilà. Stéphanie et Daniel. Alors maintenant, on va expliquer ou définir la lecture selon deux approches. Alors selon l'approche didactique et selon l'approche neuroscientifique. Alors, Jean-Pierre Cuc nous apporte une définition classique de ce qu'est la didactique
en didactique des langues, la lecture est abordée selon 3 voies différentes, ou par 3 voies différentes. Le choix de textes à lire, alors la nature des textes qu'on doit exploiter, bien sûr en situation d'apprentissage, la nature des activités pédagogiques et l'accès au sens des messages écrits. Voilà la définition de la lecture selon la didactique. Maintenant, la lecture définie par les neurosciences cognitives. Voilà. Stanislas Dehaene, qui est bien sûr un grand spécialiste de la lecture et son rapport avec le cerveau, alors, il écrit « Il serait erroné de penser qu'une seule aire cérébrale se charge d'une opération aussi complexe que la lecture. Reconnaissance visuelle, l'accès au sens mental, la récupération du sens de chaque mot, leur intégration dans le contexte de la phrase et enfin leur prononciation mobilisent plus d'une dizaine d'aires cérébrales réparties dans les régions occipitales, temporales, pariétales et frontales, et nous allons le voir dans les schémas qui vont suivre. Alors là, vous remarquez bien qu'on a un schéma, c'est le cerveau. Alors, si j'ai bien sûr un texte devant moi, alors la première chose, c'est le contact des yeux avec le texte. Alors, l'aire qui va intervenir, c'est l'aire occipitale et plus particulièrement l'analyse de vision. Alors, si je vois un texte, donc l'aire occipitale va intervenir et plus particulièrement l'analyse de vision. Si je comprends un texte, alors je fais intervenir l'aire de Broca, voilà, qui est là et qui est séparé, par un faisceau arqué qui sépare le faisceau arqué. Voilà, l'aire de Wernicke. La compréhension se situe ou se fait au niveau de l'aire de Wernicke, qui est là. Il y a le faisceau arqué au milieu, et par là, on a la zone de compréhension. Voilà. Donc, si on veut avoir par exemple, si on vocalise un texte, c'est-à-dire si on lit un texte à voix haute, on fait intervenir cette partie-là, voilà, qui est là, donc écrit vocalisation. Donc, on fait intervenir plus d'une aire cérébrale. Ok, donc pour essayer pas de conclure, mais essayer d'analyser ce qui a été dit par ma collègue, donc il y a certains mécanismes neurocognitifs qui sont impliqués dans le processus de lecture, donc à savoir la reconnaissance des lettres et des mots, c'est-à-dire c'est l'aire visuelle dont il avait parlé, c'est-à-dire les voies ventrales. Il y a aussi sur le plan phonologique, c'est-à-dire c'est l'aire de Broca. Il y a sur le plan de compréhension, c'est l'aire de Wernicke. Donc ce qui a trait à la mémoire à long terme, c'est l'hippocampe et le cortex frontal. Et bien sûr, en utilisant aussi, en s'appuyant surtout sur la neuroplasticité, à savoir la capacité du cerveau à réorganiser les connexions neuronales en réponse à l'apprentissage et à la pratique. Et bien sûr, enfin, il y a l'attention et le contrôle exécutif qui est fait par le cortex préfrontal qui joue un rôle dans la régulation de l'attention, des processus de concentration qui sont vraiment essentiels pour inhiber, lors de la lecture, pour inhiber les distractions et maintenir justement le fil de la compréhension. C'est-à-dire que tous ces mécanismes interagissent de manière très dynamique lors de la lecture. Cela permet à l'individu de décoder, de comprendre le texte, et la compréhension de ces processus ouvre des perspectives intéressantes pour l'enseignement de la lecture. Voilà, je vais revenir à la diapo précédente. Donc la lecture et la neuroplasticité. Alors, j'aimerais bien expliquer c'est quoi la neuroplasticité. Alors, le cerveau, il a une caractéristique qu'on appelle la neuroplasticité. Le neuroplastique, il est malléable. La matière qui est à l'intérieur, les neurones, il y a plus de 100 milliards de neurones qui composent notre cerveau. Cette matière qui est dedans, elle est neuroplastique. Voilà. Grâce à quoi? Grâce bien sûr au réseau de neurones qui à chaque fois est modifié par les activités qu'on fait, notamment la lecture. Comme nous l'avons souligné, la lecture est perçue par les neuroscientifiques comme une activité cérébrale qui modifie la structure du réseau neuronal grâce à la neuroplasticité, la malléabilité. Alors, neurodidactique de la lecture, c'est quoi? Alors, le mot neurodidactique de la lecture a été introduit par ces 3 chercheurs, à savoir Laurie Marlène Brolt, Foisy, Stéphanie Lafortune et Steve Masson, qui est très connu, voilà, dans leur article intitulé « Neurodidactique de la lecture, comprendre
comment le cerveau apprend à lire pour mieux le lui enseigner. Donc, ils ont fait des expériences sur des participants qui ont bien sûr assujettis à des activités de lecture. Alors, ces chercheurs ont effectivement démontré avec l'expérimentation que la méthode syllabique, alors ce matin-là, on a parlé de méthode syllabique et de méthode globale. Alors, pourquoi la méthode syllabique est efficace? Alors, ils disent, les didacticiens disent qu'il faut enseigner la lecture par la méthode syllabique, mais peu d'entre eux en savent la cause. Voilà. Donc la méthode syllabique active l'hémisphère gauche de notre cerveau. Voilà, donc la méthode justement syllabique a été prouvée, l'efficacité de la méthode syllabique a été prouvée par les neuroscientifiques. Voilà. Vous défilez s'il vous plaît. Alors l'expérience de Berne et Hall. Voilà. Berne et ses collègues en 2013 ont fait une expérience sur 21 participants. Ils leur ont demandé de lire entièrement des romans pendant 3 semaines et par la suite, ils leur ont mesuré le degré d'interconnectivité au niveau du cerveau par la technique de l'IRM fonctionnel. Alors leur article a été écrit en anglais. Il affirme « Here we test this possibility by using functional magnetic resonance imaging to track changes in resting state brain activity on a daily basis over a period of 3 weeks during which individuals read a complete novel. » Donc, ils les ont soumis à la lecture de 3 romans pendant 3 semaines. Après 3 semaines de lecture, le cerveau des participants a été soumis à la technique de mesure IRM fonctionnelle. En effet, le résultat a été le suivant. The fact that reading a novel causes changes in cortical connectivity, donc la neuroplasticité bien sûr a été augmentée, voilà, plus qu'auparavant. Connectivity places a bound on the stability of essence, while largely stable, the resting state should properly be conceived of a quasi-static and subject to both short and long-term dynamic reconfiguration. Ceci dit, la lecture a modifié les structures neurocognitives de leur cerveau et leur a donné plus de plasticité qu'auparavant. Bref, la lecture modifie le cerveau. Alors là, je me suis appuyé sur ce schéma de façon très simple, parce que pour pouvoir, bien sûr, parler de neurosciences, il faut avoir des connaissances bien approfondies, je ne suis pas médecin. Donc j'essaie un peu de vulgariser quelques connaissances selon la manière que je comprends les choses. Alors si on est face à un texte, alors la première, bien sûr, aire qui va intervenir, c'est l'aire visuelle. Alors on lit ici les entrées visuelles. Après le passage au mot, à la région occipito-temporale ventrale, aire des formes visuelles des mots. Boîte aux lettres, on les appelle boîte aux lettres du cerveau qui se situe ici. Pour bien sûr passer à la compréhension à ce niveau-là. Donc l'accès au sens. Donc si on prononce et on articule, on fait intervenir la vocalisation comme nous l'avons vu précédemment dans le schéma exhaustif. Pardon. Voilà. Avant de conclure, je parlerai uniquement sur tout à l'heure ce matin, durant la plénière, on avait posé la question à savoir stimuler l'enthousiasme de lecture grâce aux neurosciences. Bon, je dis grâce aux neurosciences parce qu'il y a des exemples d'activités qui ont été faites pour essayer d'avoir justement cette stimulation à la lecture. Donc, parmi les activités, il y a d'abord les activités de reconnaissance des lettres et des mots. Donc, on peut utiliser certaines méthodes, à savoir les flashcards par exemple, les jeux de mots et en images. Il y a d'autres activités, par exemple les exercices phonologiques. On peut essayer d'utiliser les jeux de rimes en utilisant par exemple des chansons simples, en utilisant répéter les sons, de chanter ensemble. Il y a aussi le renforcement de la compréhension. Il y a l'utilisation de la mémoire, à savoir les cartes de mots, par exemple, le mind mapping, comment on appelle aussi les cartes mentales et autres. Donc, ils peuvent aussi aider. Et surtout les exercices de la neuroplasticité pour rebondir sur ce qu'a dit mon ami, c'est-à-dire la lecture quotidienne par rapport à l'expérience qui a été menée. Donc la lecture quotidienne, c'est-à-dire si on propose un moment de lecture à un groupe,
chaque jour avec des livres illustrés simples pour familiariser les élèves à la lecture du français, ou bien les variétés de supports. Donc on essaye de varier des supports, des vidéos courtes en français, sous forme par exemple de dessins animés. Cela montre des dialogues simples et qui permettent aux élèves justement d'avoir cette envie, ce désir, ce plaisir de lire. Bien sûr, ajouter à ça l'attention dont a parlé le professeur Menguillet, voilà. Cette attention aussi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des pauses au mouvement. Il avait parlé de 12 minutes, c'est vrai. Après 12 minutes, l'élève est parti, l'élève est erré. D'ailleurs, c'est pourquoi la pratique de la pédagogie de l'errance. C'est pour ça qu'on utilise la pédagogie de l'errance, pour ne pas avoir justement des étudiants ou bien des apprenants errés dans la lecture. Donc ces activités, ils favorisent l'apprentissage de la langue tout en rendant la lecture amusante, interactive pour les élèves. Bien alors, merci pour être succinct et sommaire. J'aimerais bien conclure par ce qu'a dit Stéphanie et Daniel, neuroéducation. Alors les neurosciences envahissent tous les domaines, le marketing, voilà, sociologie, la didactique, on parle de neurodidactique. Alors neuroéducation, neuropédagogie, neurodidactique et même neuroclasse. Donc on parle même de neuroclasse. Les termes même en disent non sur un pari audacieux, enseignant en se fondant sur les données des neurosciences, les connaissances sur le cerveau progressent à une vitesse fulgurante, notamment grâce aux techniques d'imagerie cérébrale. Ces connaissances sur l'architecture et le fonctionnement cérébral doivent être prises en compte par les enseignants pour concevoir leur enseignement et remédier aux difficultés, voilà, de certains élèves. Et enfin, je vous présente une bibliographie succincte. Alors, on s'est appuyé sur Bonin, voilà, sur bien sûr le dictionnaire de didactique de Jean-Pierre Huc, sur l'article de Stanislas Dehaene, notamment sur Grégory Berne, qui a beaucoup travaillé sur la lecture, autant que Stanislas Dehaene, ou bien Laurie, Marlène, Brodt, Foisy, etc., Steve Masson, et Pierre Huc, Stéphanie Daniel et nous-mêmes, bien sûr, qui avons écrit un article dans une optique de compréhension et production du langage qu'on vise les neurosciences cognitives. Donc je m'excuse si j'ai été très lent et j'aimerais bien préciser que ce que nous avons fait est une sorte de vulgarisation scientifique, parce que pour pouvoir parler de cela en toute liberté, il faut faire des expériences dans des laboratoires, mener ces expériences dans des équipes, voilà, avec des médecins, avec des informaticiens, avec des spécialistes. Par contre, nous, on essaye seulement de rapprocher quelques éléments et surtout d'éclairer notre approche éducative, voilà, c'est-à-dire par la recherche en neurosciences. Nous ne faisons que rendre la lecture plus accessible, mais nous contribuons également à éveiller surtout l'intérêt et la motivation qui manque. On dit que la motivation est le moteur de l'apprentissage. Donc la motivation des élèves, la compréhension des processus cérébraux nous permet de concevoir des méthodes d'enseignement qui non seulement facilitent l'acquisition de la lecture, mais aussi favorisent également le développement cognitif optimal. En somme, si vous voulez, cette synergie entre la pédagogie et les neurosciences nous offre une vue d'ensemble précieuse pour essayer de former des lecteurs compétents et engagés, préparés à relever les défis de la langue française et à s'épanouir dans leur parcours éducatif. Sur ce, nous vous remercions de votre attention. Désolé d'être un peu prolixe dans la présentation, donc merci de votre attention. C'était intéressant. Merci, docteur Moussa Moazer. Merci d'avoir, bien sûr, rebondi sur pas mal de points que je n'avais pas bien maîtrisés. Parce que si je parle de neurosciences, c'est grâce à mes deux professeurs, en l'occurrence Dr Moussa Moazer, qui a inoculé en moi l'amour de cette discipline, et aussi grâce à ma professeure Boutal Djemila, qui est sortie en retraite l'année passée, qui nous a donné pas mal de séminaires sur l'intérêt des neurosciences en éducation. Donc on essaie un peu de nous familiariser avec cette discipline et inciter aussi, modestement parlant, nos collègues
adhérer bien sûr à notre vision en tant que chercheur modeste. Bien sûr. Alors sans tarder, j'invite mon cher collègue, nouveau chef de département de lettres et langue française à l'université de Genève. Donc, Ils sont installés. oui, mais temporairement. Il n'y a rien de plus. Je vous réitère mes Félicitations. félicitations et je vous souhaite un bon courage. Donc, Dr Benchikou Mohamed Amin de l'université de Genève va nous présenter une communication intitulée La lecture à l'onde des neurosciences, éléments pour une compréhension raisonnée. Donc, je remercie mon ami et collègue